Retour à l'essentiel, on va plus loin à présent avec Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonjour Ziad. Bonjour. Afrique Magazine qui titre en une en ce mois de décembre sur l'Afrique du futur, avec votre édito notamment que je recommande pour une stratégie d'indépendance digitale du continent à l'heure où l'intelligence artificielle révolutionne le monde. Avec le risque sinon d'un déclassement presque néocolonial, c'est-à-dire de dépendre totalement des GAFAM, des grandes puissances digitales du monde d'aujourd'hui. Et vous citez d'ailleurs Modéus de Yuval Harari, qui effectivement décrit comme définitif ce risque de déclassement. Ce risque de schisme en fait entre quelques superpuissances digitales et le reste de l'humanité. Un sujet qui va nous occuper sans doute dans les prochaines années. Face à vous, Anne Corpet. Bonjour Anne, chroniqueuse internationale ici à France 24. Bonjour. Bonsoir. Au sommaire, l'avancée des rebelles congolais du M23 au sud Kivu à Uvira, près de la frontière burundaise. Le Burundi accuse le Rwanda, allié des rebelles, d'humilier Donald Trump après avoir signé un accord de paix la semaine dernière à Washington sous l'égide du président américain. Autre conflit que Donald Trump s'était targué d'avoir réglé les affrontements entre la Thaïlande et le Cambodge. On fait au moins 14 morts et déplacé plus d'1 demi-million de personnes ces derniers jours. On essaiera de comprendre où en sont réellement les efforts de Washington sur le terrain de la paix. Et puis au Bénin, on l'apprend, les forces spéciales françaises auraient aidé le pouvoir à repousser le coup d'État dimanche dernier. On essaiera là aussi d'y voir clair et surtout de comprendre l'importance de ce pays pour la France, mais pas seulement, pour l'ensemble de la sous-région également. C'est tout de suite, on va plus loin. Et c'est en ce 10 décembre, jour d'anniversaire de la mort d'Alfred Nobel, qu'ont lieu les cérémonies de remise des prix Nobel, dont le plus prestigieux à Oslo, le fameux prix Nobel de la paix, décerné cette année à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado, réputée proche de Donald Trump. C'est d'ailleurs le président américain qui revendiquait ces derniers mois le prix Nobel, mais pour lui-même. Raison invoquée, le nombre de guerres auxquelles Donald Trump aurait mis fin, jusqu'à 8. Voyons donc en image avec David Gilbert si cette proclamation résiste à l'examen des faits. On a sauvé des millions et des millions de vies. Un mantra répété par Donald Trump depuis des mois. Dernier épisode en date, vendredi, lors de la remise du prix de la paix de la FIFA, créé spécialement pour lui. Le président américain se vante d'avoir arrêté 6, puis 7 et désormais 8 guerres, dont certaines de son propre aveu n'ont jamais commencé. Il aurait notamment évité la reprise du conflit entre la Serbie et le Kosovo qui avait pris fin en 1999. Idem concernant le différend entre l'Égypte et l'Éthiopie sur le partage des eaux du Nil que Donald Trump avait lui-même attisé lors de son premier mandat. L'Égypte ne pourra pas supporter la situation et finira par faire sauter le barrage. Je l'ai dit, je le répète haut et fort, ils feront sauter ce barrage car ils doivent faire quelque chose. Fin octobre, il était bien présent en Malaisie pour la signature d'un cessez-le-feu entre le Cambodge et la Thaïlande, qui avaient recommencé à combattre autour d'une zone frontalière disputée depuis leurs indépendances respectives. L'occasion de se jeter à nouveau des fleurs. Je ne devrais pas dire que c'est un hobby car c'est bien plus sérieux qu'un hobby, mais c'est quelque chose pour lequel je suis doué et que j'adore. Les reprises des combats depuis dimanche entre les armées thaïlandaises et cambodgiennes jettent le discrédit sur l'efficacité de ce faiseur de paix autoproclamé. La désillusion aura été encore plus rapide en Afrique centrale. Après la signature jeudi dernier à Washington de l'accord de paix entre Rwanda et RDC, l'armée congolaise et les rebelles du M23 soutenus par Kigali continuent de s'affronter, chacun se renvoyant la responsabilité. Au lendemain même de la signature des unités des forces de défense du Rwanda, ont conduit et appuyé des attaques à l'arme lourde. L'accord du mois d'août entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie semble lui tenir ses promesses, mais attend encore d'être ratifié. En mai, lors du cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan, après plusieurs jours de fortes tensions et de pilonnage dans la région du Cachemire, Donald Trump en revendique la paternité. New Delhi nie pourtant l'existence de toute médiation. Il n'y a guère que les Israéliens pour louer le bilan de pacificateur du président américain. Le plan Trump leur a permis de récupérer leurs derniers otages retenus à Gaza, dont la population a, elle, continué d'être plusieurs fois victime de bombardements. Les États-Unis ont également aidé Israël à faire plier Téhéran en participant en juin à la campagne aérienne contre les sites nucléaires iraniens. Une fin de conflit loin de ressembler à une paix durable. Anne Corpet, il vaut mieux à la tête des États-Unis un président pacifiste que belliqueux, mais est-ce vraiment le cas? Est-ce qu'en brandissant régulièrement l'usage de la force, Donald Trump aide à empêcher les guerres? C'est un peu étrange parce que Donald Trump, il se présente comme le président de la paix,
Mais en même temps, il emploie effectivement constamment une rhétorique extrêmement belliqueuse, déploie son appareil militaire, ensemble très fier de la puissance de son armée. D'ailleurs, il y a une petite anecdote qui révèle ce paradoxe. L'Institut américain pour la paix à Washington, il a commencé par vouloir le vider de sa substance. Il a limogé tous ses dirigeants. Il l'a accablé de reproches. Et puis, soudainement, il a décidé que c'était vraiment un endroit formidable et il a fait graver son nom en lettres d'or sur le bâtiment. Et ça, c'est tout Trump. Il semble sincèrement détester la guerre, hein. Il a l'air toujours un peu interloqué par les bains de sang, mais encore une fois, il se place constamment dans le rapport de force et développe une rhétorique extrêmement brutale. Il a rebaptisé le département de la Défense en département de la guerre. Alors, pour quel résultat? On l'a vu, hein. Sur le court terme, il arrive à négocier des accords de façade, mais dès que ça devient un petit peu complexe, que ce sont des conflits enracinés dans l'histoire, alors là, ça ne tient pas une seconde. On va voir comment se passe cette deuxième phase de l'accord sur Gaza, mais ça s'annonce extrêmement compliqué. Il n'y a aucune perspective pour la création d'un État palestinien. Et puis en plus, il n'a aucune morale. Pour lui, une capitulation forcée, c'est la paix. C'est ce vers quoi il pousse l'Ukraine. Or, on sait bien que si Vladimir Poutine acceptait, et l'Ukraine aussi, ça ne réglerait en rien le conflit, puisque ça conforterait Vladimir Poutine dans sa volonté impérialiste. Zalima, vous êtes étonné de voir le président des États-Unis s'impliquer pour imposer des négociations entre des pays qui semblent aussi éloignés des considérations immédiates des Américains que l'Arménie et l'Azerbaïdjan, la Thaïlande et le Cambodge, le Rwanda et la RDC? Oui, enfin, les Américains ont des intérêts partout. Donc, il y a plus ou moins d'intérêts, mais dans toutes ces zones de conflit, l'Amérique est présente, que ce soit par ses renseignements militaires, ses besoins militaires, ses besoins économiques. Donc, elle n'est pas totalement déconnectée. Non, je pense qu'il y a quelque chose de très personnel du président américain sur la démarche, la guerre, c'est pas bien, etc. C'est presque un peu naïf, d'ailleurs, comme discours, et puis contradictoire, comme vous l'avez dit, avec un certain nombre de signaux beaucoup plus belligérants. Moi, je pense que surtout, il y a un vrai problème de méthode. C'est-à-dire que pour faire la paix ou pour régler un conflit, il faut le comprendre, le connaître. Il faut une armée de diplomates, de gens qui ont intégré le processus de conflit. Il faut qu'il y ait, aux États-Unis en particulier, des institutions qui fonctionnent, ce qui n'est pas le cas en ce moment parce qu'elles sont complètement phagocytées par un président qui décide tout seul ce qu'il doit faire ou ce qu'il ne doit pas faire. Donc on n'a pas de département d'État, ce qui est un problème. Parce que le département d'État, c'est celui qui fournit la matière grise, c'est celui qui dit voilà tous les points. Donc on a un secrétaire d'État qui, excusez-moi le terme, béni oui complet, ce qui n'était pas le cas il y a 5-6 ans, hein, où il critiquait Trump du matin au soir. Donc maintenant, lui, c'est devenu Monsieur Trump bis. On a un département de la Défense qui est aussi une machine à générer de l'intelligence politique, militaire, défensive, qui est là aussi dirigé par un personnage voilà, très, très particulier. Et tous ces gens ne s'opposent pas au président, tous ces gens n'apportent pas une contre-analyse. On a le National Security, même chose. Donc tous ces appareils, ils sont malgré tout l'intelligence de l'Amérique, l'historique de l'Amérique, leur capacité à comprendre, même s'ils vont imposer leurs intérêts, mais au moins ils ont cette capacité. Et là, il n'y a plus rien du tout. Il y a quelqu'un qui dit « Ah, mais je pense qu'on va faire comme ça ». Alors oui, ça marche au début parce que la pression est forte, mais si vous regardez tous les exemples qui ont été donnés, dans le cas de la RD Congo et du Rwanda, la cérémonie de signature était tellement glaciale et tellement parlante qu'on sentait bien qu'on n'avait pas réglé les causes du conflit, et les interviews qu'a donné Kagame après et les déclarations du président Tshisekedi après sont d'une... je veux dire, on n'est pas dans une situation de paix. L'Ukraine, le parti pris qui consiste à dire je vais faire la paix quel que soit X au-dessus des Européens et en accord avec Moscou, on voit bien que malgré notre fragilité, malgré nos faiblesses, malgré tout ce qu'on a raconté sur l'Europe, ça passe pas. Et on réalise aussi que les Ukrainiens, c'est pas
C'est pas des gens qui ont la main comme ça en disant oui, c'est génial, faisons la paix. Donc il y a un peuple, il y a une histoire, contrairement à ce que pense Poutine. Et donc tout ça ne se fait pas comme ça. Et donc je pense que la vraie question, c'est pas les conflits, c'est la méthode. La méthode unipersonnelle autour d'un chef d'État tout puissant, qui n'est pas contesté à l'intérieur, dont le Congrès le laisse totalement les mains libres sur un certain nombre de sujets, et ça donne ce type de résultat. On va revenir sur la méthode dans un instant avec le cas effectivement de la RDC et du Rwanda, mais sur les objectifs, faut-il y voir d'après vous, Anne, un signe de désintéressement? Il n'y a pas de dividende politique évident à en tirer pour Donald Trump sur la scène intérieure, en tout cas lorsqu'on voit les pays cités, ou au contraire du pur cynisme économique, c'est-à-dire que là on est dans la diplomatie transactionnelle, voire prédatrice même, appliquée à l'échelle d'un pays comme les États-Unis. Rien n'est désintéressé chez Donald Trump. Il est dans une logique d'homme d'affaires, voire effectivement de prédation. Ce qu'il veut, c'est afficher des victoires, donc des accords signés, peu importe qu'ils soient appliqués ou pas, au fond, ce qu'il veut, c'est l'image, comme celle qu'on voit derrière vous, Trump entre deux ennemis qui signent la paix, et des accords commerciaux, parce que souvent sont signés parallèlement à ces pseudo-accords de paix des vraies transactions. Dans le cas de la RDC, il y avait l'idée d'accéder aux ressources minières de la RDC. Dans la négociation qu'il mène avec les Russes, il y a des projets d'extraction commune de minerais en Arctique, il y a des projets gaziers communs. Son hostilité manifeste à l'égard de l'Europe, c'est parce que il ne comprend pas que l'Union européenne refuse de se plier aux exigences des géants de la tech, et il ne comprend pas que l'Union européenne puisse imposer des règles finalement aux Américains, et donc il y a avant tout une logique de transaction, de prédation et d'affichage. En fait, l'art du deal, comme il le dit, c'est aussi surtout l'art de la com. Mais justement, on ne peut pas régler les affaires du monde comme on règle des affaires commerciales. C'est-à-dire, il n'y a pas que le commerce, il y a le pathos, il y a l'histoire, il y a... Si vous prenez le cas de Gaza, la transaction à court terme, mais non, c'est quelque chose qui remonte tellement loin et qui demanderait tellement de courage politique pour sortir de l'impasse que c'est pas le transactionnel qui résout tout. Et il croit tellement à son instinct, c'est ça qui est terrible. Et tout le monde autour de lui le conforte dans l'idée que son instinct est sûr et infaillible. Alors on évoquait la RDC, le Rwanda. La semaine dernière, Donald Trump clamait à qui voulait l'entendre qu'il avait réglé la guerre qui ensanglante depuis 3 décennies à le Kivu, dans l'est de la RDC, en réussissant le tour de force de réunir autour d'une même table et devant les caméras à Washington le président rwandais Paul Kagame et congolais Félix Tshisekedi. Or, force est de constater que non seulement les affrontements n'ont jamais cessé, mais pire encore, ils menacent de s'étendre au Burundi voisin. Écoutez Aurélie Bazara-Kibangula pour France 24 à Kinshasa. Il faut préciser que demain se fera une semaine que l'accord de paix de Washington a été signé. Force est de constater que les espoirs de paix sont encore loin. La RDC accuse le Rwanda d'avoir violé ses engagements pris à Washington. Dès hier soir, Patrick Muyaya, le porte-parole du gouvernement congolais, a dénoncé l'attitude du Rwanda. En ciblant le Burundi, dit-il, Kigali veut régionaliser la guerre. La ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Wagner-Kaikwamba, appelle Washington à renforcer ses sanctions contre le Rwanda. Alors Kigali, de son côté, rejette toute responsabilité et affirme dans un communiqué que la RDC n'a jamais été prête à s'engager pour la paix. Les États-Unis et plusieurs pays européens ont exhorté la FCM23 et le Rwanda à cesser, je cite, immédiatement leurs opérations offensive dans l'Est congolais. Il dénonce une escalade significative des combats et pointe le risque de déstabiliser toute la région. Ziad Imam, l'avancée du M23 en RDC jusqu'aux frontières du Burundi. On est à une vingtaine de kilomètres seulement de route de Bujumbura. Un doigt d'honneur aux États-Unis, comme l'affirme le ministre burundais des Affaires étrangères, doigt d'honneur de la part du Rwanda, c'est ce qu'il dit. Bon, je pense que c'est excusez-moi l'expression, c'est de bonne guerre pour les Burundais et les Congolais d'en appeler à l'accord de Washington et en mettant la pression sur Kagame. Il est possible que Kagame tire un peu sur la ficelle là, parce que quand même si c'est glacial, même si visiblement on n'a pas
commencer le début d'un dénouement réel du conflit Rwanda-Congo via M23, il y a quand même un texte, il y a quand même une signature. Et donc là, normalement, on devrait au moins être sur des positions figées. Or, on sent qu'il y a une tentation encore de gagner quelque chose par la violence, par la guerre. Et là, on rentre encore dans un des aspects du Trumpisme, c'est que pour réintégrer Trump dans la boucle, c'est très compliqué. Parce que pour lui, c'est fini. Ouais. Et comme pour d'autres choses qu'il a faites, ça y est, c'est passé à autre chose. Les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde, excusez-moi, de football, j'en sais rien, l'Europe, la médaille. Bon, bref, il est passé à autre chose. Et donc, le ramener de nouveau dans le jeu, ça supposerait, encore une fois, qu'il y ait un département d'État qui soit fonctionnel. Ça supposerait qu'il y ait un département de la Défense qui soit fonctionnel. Ça supposerait que le système américain soit fonctionnel. Ce qui n'est pas le cas parce qu'un secrétaire d'État peut mettre la pression aujourd'hui, quelqu'un qui a une certaine autonomie. C'est cela le risque que cet empressement à ratifier des accords à la va-vite ne signent au contraire un affaiblissement du pouvoir d'influence des États-Unis, comme avec la Russie qui semble absolument pas disposée à la moindre concession pour aboutir à une paix en Ukraine. C'est vrai qu'on a l'impression que les dirigeants du monde entier ont compris une sorte de fonctionnement, à savoir il faut courber les chines devant Trump, opiner du chef, signer ce qu'il nous dit, et puis on peut continuer à mener sa barque sans faire trop d'éclat, voilà. Et Vladimir Poutine l'a parfaitement compris. Il semblerait qu'il n'ait aucunement l'intention de signer un accord de paix ou ni même un cessez-le-feu, tant il semble convaincu de pouvoir l'emporter sur le terrain. Et à chaque fois qu'il a été assez loin pour susciter la colère de Donald Trump, il a réussi à le rattraper, à l'appeler, à lui dire « Oh, mais Donald, bien sûr », et ça fonctionne. Du coup, effectivement, la signature de Donald Trump perd en crédibilité. Et puis lui-même est capable de la remettre en cause. Sur un coup de tête, il a déjà déchiré des accords qu'il avait lui-même signés. Donc, effectivement. Et puis sur le pouvoir d'influence des États-Unis, il faut dire que lui-même, en vidant les rangs du département d'État, du secrétariat à la Défense, mais aussi en coupant tous les budgets des agences américaines, USAID ou de médias comme La Voix de l'Amérique, il nuit effectivement à l'image des États-Unis. Une diplomatie privée du levier des subventions du USAID et du soft power, avec cette image dégradée et ces guerres culturelles, même en interne. On imagine qu'elle contribue aussi peut-être à miner le modèle américain à travers le monde, ou en tout cas à créer un doute sur ce qu'il représente encore aujourd'hui. Que reste-t-il à Washington, Ziad Limam, pour pousser ses intérêts aujourd'hui ? Il reste malgré tout une force de conviction. Ah non, il ne faut pas non plus les passer par perte et profit. Oui. Je veux dire, on est dans une Amérique trumpienne d'abord. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Est-ce que c'est parti pour être plus qu'un mandat ? Donc il faut aussi se mettre dans l'agenda politique américain à plus ou moins court terme. Deuxièmement, ça reste l'hyperpuissance militaire, ça reste l'hyperpuissance économique. Ça reste l'hyperpuissance créative. Voilà quoi. Donc on n'a pas de bol parce que elle est gouvernée en ce moment par des gens. Et il n'y a pas que lui. Il y a un vice-président aussi qui théorise beaucoup tout ça, qui se prépare. C'est pour ça que je vous disais que l'agenda politique américain est important. Est-ce que c'est J.D. Vance, c'est le prochain président des États-Unis ? On n'est pas sorti de l'auberge, en particulier les Européens. La deuxième chose, c'est que les gens sont toujours fascinés par l'Amérique, mais l'Amérique qu'ils ont dans la tête. Oui. Celle dont je vous parle, de la créativité, du business, de la tech, d'une certaine forme d'émancipation économique, etc. Donc tout ça, c'est rogné, c'est tapé, il y aura moins de visas, ils inventent tous les jours des conditions pour ne plus avoir de visas si vous les avez critiqués. Alors moi, je suis pas prêt d'y aller sur votre téléphone. Enfin bref, donc tout ça, ça joue, mais quand même, cela reste le pivot. Regardez la réaction européenne. On se fait insulter, on se fait taper dessus, on dit qu'on est en déclassement civilisationnel, qu'on est au bord de l'envahissement, etc. Bon. Ouais. C'est-à-dire qu'on a encore besoin de leur protection. Oui, alors on réagit, oui, mais bon, c'est pas le divorce, quoi. C'est des entailles. C'est des entailles au couple, mais on n'est pas en situation de nécessité fait loi. Oui, mais ça prouve bien que la puissance américaine c'est pas une fiction. Ah non.
Et pendant que Donald Trump prétend régler des guerres, y compris sur le continent africain, la France, elle, intervient-elle pour éviter des coups d'État? Après celui en Guinée-Bissau qui s'est déroulé voilà 15 jours sans la moindre résistance venue de l'étranger, voilà en tout cas que nombre d'acteurs se mobilisent au Bénin. L'armée et l'aviation nigériane, l'organisation sous-régionale, la CEDEAO et la France, Anne. Oui, alors hier, l'Élysée avait communiqué de manière assez succincte en parlant d'appui en termes de surveillance et d'observation et de soutien logistique. C'était une formulation très prudente, calibrée en fait pour éviter des accusations d'ingérence. Et puis on a eu aujourd'hui les informations via le chef de la garde républicaine qui a assuré la protection du président et de son épouse. Et lui a expliqué que les forces spéciales françaises étaient intervenues en fin de journée après que l'armée nigériane a frappé et qu'elles avaient aidé à, comme il dit, faire le ratissage, à savoir courir après les mutins. Et puis, il a aussi confirmé le concours d'un avion de reconnaissance, ce qui souligne le rôle du renseignement français dans cette chasse aux mutins, voire dans l'établissement d'une cible pour l'aviation nigériane. Bon, faut dire que la France et le Bénin sont liés par des accords de coopération militaire, mais que cette prudence dans l'expression française se justifie par le fait que à chaque fois que la France intervient, en particulier dans cette Afrique de l'Ouest, eh bien, ça nourrit un discours anti-occidental, anti-français. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup de désinformation quant au rôle de la France dès dimanche, puisque sur les réseaux sociaux, certains disaient que le gouvernement s'était réfugié à l'ambassade de France, par exemple. Donc chaque action française, même limitée, alimente ce narratif contre Paris, qui d'ailleurs perd souvent la bataille de l'opinion. Oui, Ziad Limam. Alors sur la bataille de l'opinion, on va en parler, mais le Bénin justifie un tel déploiement d'armées étrangères, là où d'autres, Guinée-Bissau tout récemment, Niger, Mali, Burkina, ont basculé sans mobilisation extérieure? C'est pas tout à fait les mêmes scénarios. D'abord, je pense que le Bénin était pour... Il y a des relations assez privilégiées entre Patrice Talon et le président Macron. Il y a une entente assez dynamique. Il y avait comme une ligne rouge, c'est-à-dire ce n'est pas possible que le Bénin sombre dans le coup d'État militaire parce que, encore une fois, on est dans l'effet de contagion. C'est pas la même situation que la Guinée-Bissau. Là, on est au cœur de la CEDEAO, on est au cœur de l'UEMOA. Ça aurait été le 4e pays de l'UEMOA à basculer dans une situation militaire, sachant aussi que, bon, on n'a pas encore bien le profil de ces mutins, pour reprendre l'expression consacrée, mais on est quand même dans des profils un peu AES. C'est-à-dire, Alliance des États du Sahel. Oui, on est un peu dans la revendication sociale, la revendication politique. C'est pas les généraux, c'est le cran du dessous. Donc en général, c'est assez parlant. Et donc, il y avait vraiment un danger. Et ce qui a fait qu'on a pu intervenir, je pense, pour le Nigeria et pour la France, et puis peut-être demain les troupes au sol CEDEAO, s'il y en a, c'est que le gros de l'armée béninoise a tenu. Et donc, ce temps qui a été de plusieurs heures, où le régime n'est pas tombé, où l'armée ne s'est pas ralliée aux mutins, ça a fait toute la différence parce que du coup, on a pu d'abord repousser le coup d'État, puis faire venir les amis qui ont permis de, en partie, résoudre le problème, puisqu'il semblerait qu'un certain nombre de ces mutins se sont volatilisés dans la nature. Alors, dans quelle nature sont-ils? C'est une très bonne question. Donc voilà, donc il y a tout ça. Et puis il y a la situation du Bénin quand même, c'est intéressant. C'était quand même un peu une des vitrines de l'Afrique de l'Ouest, avec beaucoup de développement économique sous le mandat Talon pendant 10 ans, beaucoup de renouvellement, de réformes, mais aussi quand même un tarissement de la vie politique, l'exclusion plus ou moins juridique du principal parti d'opposition à l'élection présidentielle, la création d'un Sénat qui aurait eu des pouvoirs de surveillance, ça c'est pas très clair dans le texte, mais on sent bien qu'il y avait un contre-système qui s'installait où le président Talon allait avoir une place. Donc il y avait une espèce d'ambiance. Et le point auquel je veux arriver, c'est que
il faut vraiment trouver en Afrique des modus operandi de transmission du pouvoir pacifique et de transmission du pouvoir. Je ne parle même pas de démocratie à la suédoise ou à la finlandaise, je parle de processus relativement régulés qui font qu'on peut passer d'un régime à un autre, d'un régime, dans le cas du président Talon, bon, on peut dire, oui, il a fait beaucoup de business, bon, enfin, c'était un homme d'affaires lui-même, mais bon, c'est vrai que son pays a changé, beaucoup. Mais on se retrouve à un moment coincé dans des contradictions qui relèvent du politique, et ce politique va venir étouffer ce qui a été fait sur le plan économique. Merci beaucoup. Ziad Libam, Anne Corpet. On va plus loin, c'est terminé. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'essentiel. On évoquera notamment dans l'actualité ces propos de la première dame Brigitte Macron qui continue de faire réagir ici en France. Et on apprend d'ailleurs que les fameuses images captées et dévoilées au grand public l'ont été par une proche de Brigitte Macron elle-même. En soirée, faites un tour complet de l'actualité dans l'Actu 360. Tous les faits, toutes les clés pour décrypter les grands événements de la journée. Retrouvez tous les soirs Claire Hilderbrand dans l'Actu 360 en direct sur France 24.